Une demi-heure d'information politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat. Voici les titres de ce mardi 21 septembre. Le sort fiscal des mariés de l'année tranché par François Fillon, l'effet d'aubaine disparaîtra bel et bien. Répondre à l'espoir qui se lève, objectif des journées parlementaires du PS à Pau. Gérard Collomb sera notre invité dans quelques instants. Les parlementaires centristes planchent, eux, à Nice sur la difficile reconstruction de leur famille politique. Une journée pour Sakineh sur Public Sénat. L'Iranienne condamnée à mort par lapidation. La mobilisation s'amplifie pour obtenir un geste de clémence. Son cas, loin d'être unique, à valeur de symbole. Les fluctuations sur la zone noire entretiennent confusion et exaspération chez les victimes de la tempête Xynthia. Les experts ont encore corrigé leur copie. Des maisons sont désormais promises à la destruction, d'autres ne le sont plus. Jean-Louis Borloo tente d'apaiser les esprits en assurant que rien n'est encore tranché. L'imbroglio Xynthia avec Raphaël Pellegrino. Plus de 180 maisons échapperaient finalement au classement en zone noire. Mais Jean-Louis Borloo prévient, le rapport des experts mandatés par l'État, après la tempête Xynthia, n'est qu'un des éléments qui permettra de prendre des décisions. Il insiste, il y aura concertation avec les élus. Car ce rapport pose plusieurs problèmes. Des dizaines de maisons rachetées, ou pour lesquelles des promesses de rachat ont été signées, ne sont plus dans les zones que les experts ont identifiées. Le sénateur Alain Anziani s'inquiète d'un possible imbroglio juridique. Est-ce que des maisons acquises par l'État vont revenir à leurs propriétaires si ceux-ci en font la demande? Bruno Retailleau, sénateur vendéen et président de la mission d'information sénatoriale sur les conséquences de la tempête, est lui plus serein. D'après les contacts qu'il entretient avec Jean-Louis Borloo, l'État devrait offrir des solutions équitables. En revanche, il s'inquiète de l'étendue de la délimitation de la zone. Le périmètre est à ses yeux très excessif. Une zone rouge qui interdira toute nouvelle construction et devrait fâcher bien du monde. On attendait l'arbitrage de Nicolas Sarkozy. C'est finalement François Fillon qui se dit aujourd'hui favorable à la suppression de l'avantage fiscal pour les nouveaux couples. Le Premier ministre l'a dit lors des journées parlementaires du centre à Nice. Nous l'écoutons. Il me semble que là encore, il s'agit de rétablir l'équité. Cette niche fiscale bénéficie à ceux qui sont contribuables à l'impôt sur le revenu à des niveaux significatifs, et donc les moins favorisés n'en tirent aucun avantage. Est-ce que c'est juste? Faut-il rappeler que chacun doit être imposé de manière égale selon sa capacité contributive? Alors restons-en à ce principe simple, d'autant que la remise en cause de cette niche a l'avantage de ne porter par nature aucun préjudice à une situation acquise. Le Premier ministre qui, par ailleurs, a annoncé un effort accru de réduction des niches fiscales. François Fillon, donc, lors des journées parlementaires du centre, le Premier ministre a prié cette famille politique de prendre le temps de la réflexion avant de mettre éventuellement un candidat sur orbite pour 2012. Il a mis en garde contre le risque d'un échec collectif. Sur place, Thomas Raguet avec Sophie Normand. Comme pour contenir les ambitions du centre, les centristes étaient très entourés par la majorité. Hier soir, 8 ministres ont fait le déplacement à Nice. Le centre pourrait bien jouer les arbitres en 2012, alors à l'UMP, on garde un œil attentif sur ce courant. Une majorité, c'est fait de toute une série d'une grande diversité. Le centre a beaucoup de choses à dire. Et on l'a vu dans le débat sur les retraites, et on le verra au Sénat, j'imagine. L'occasion aussi pour l'UMP de calmer la grogne qui monte, car les sujets de friction n'ont pas manqué ces derniers temps. Se rassembler, c'est faire poids face à la majorité. Que nos groupes parlementaires du centre rassemblent finalement tous les centres, je trouve que c'est un bon signal. Je souhaite que le dialogue se poursuive pour qu'on puisse avancer et peser davantage dans le débat politique, parce que c'est l'enjeu. Mais l'unité reste relative. François Bayrou était absent de ces journées parlementaires et le projet d'une candidature autonome en 2012 est dans tous les esprits. Au plus bas dans les intentions de vote pour la prochaine présidentielle, le ministre de la Défense, Hervé Morin, revoit ses ambitions à la baisse. J'ai toujours expliqué que la famille centriste devait être représentée lors de l'élection présidentielle, parce que ça correspond à un courant de pensée, parce que ça correspond à des valeurs, et ensuite nous déterminerons et nous verrons
qui sera en mesure de porter ce message centriste. Je ne me lève pas tous les matins depuis 15 ans ou 20 ans en me disant que je serai candidat à l'élection présidentielle. Face à lui, le populaire Jean-Louis Borloo. Certains voient derrière l'éventuelle candidature du ministre de l'Environnement une manœuvre de l'Élysée pour torpiller le projet présidentiel de son collègue du gouvernement. Alors, qui incarnera en 2012 la famille politique disloquée du centre? Hervé Morin a-t-il reçu des encouragements à Nice, où ses obligations de ministre de la Défense avec la prise d'otages au Niger se sont tout de même rappelées à lui? Nous retrouvons sur place Pierre-Henri Gergonne. Il est vrai qu'Hervé Morin a dû écourter sa présence à Nice, attendu à Paris pour suivre le très délicat dossier des otages du Niger. Il n'empêche, c'est avec décontraction que le patron du nouveau centre a su largement prendre son temps pour s'occuper de la famille centriste. Une famille qui, on le sait, se cherche programme, un candidat pour 2012. Alors, sur ce point, le ministre de la Défense a mis de l'eau dans son vin et rabaissé quelque peu ses ambitions affichées il y a peu. Les réserves de ses amis ont refroidi ses ardeurs, comme la présence hier soir, une présence très remarquée d'un autre prétendant, Jean-Louis Borloo, très à l'aise pour distiller, mine de rien, ses ambitions. Alors, ce soir, après l'appel à la tempérance du Premier ministre François Fillon, le centre pense moins à son candidat qu'à une unité qui lui reste ce soir à trouver. Et à propos du rapt des ressortissants étrangers au Niger, Areva confirme ce soir avoir reçu des autorités du Niger une lettre faisant état de menaces d'enlèvement, un courrier du 1er septembre. Nouvelle offensive socialiste contre la manière dont Nicolas Sarkozy conduit l'État. Jean-Marc Ayrault a comparé aujourd'hui le chef de l'État à Silvio Berlusconi, évoquant la tentation du populisme aux journées parlementaires du PS. À Pau, le reportage de Fabrice Cunet. Le train des parlementaires socialistes s'est arrêté à Pau cette année. Au cœur des débats, quelle stratégie adopter face à la politique du gouvernement? Certains députés vont jusqu'à proposer une motion de censure, une idée qui est loin de faire l'unanimité chez les sénateurs. Censurer un gouvernement qui va tomber, je pense que c'est pas nécessaire. Donc il faut garder ces forces-là pour ensuite voir comment agira un nouveau gouvernement. Le principal dossier en cette rentrée des classes, c'est évidemment la réforme des retraites. Et au Parti socialiste, on a simplifié le discours. Il faut une répartition de l'effort qui soit plus juste. La moitié de l'effort par les salariés, la moitié par d'autres ressources, dont particulièrement les revenus du capital. Pour en débattre, tous les cadres politiques sont là, mais le plus sollicité est de loin François Hollande. Séance photo, histoire de mesurer sa popularité auprès des parlementaires. Pas question pour autant de parler d'ambition personnelle. Non, à Pau, l'objectif c'est de contester la réforme des retraites. Il est possible, si la manifestation du 23 est puissante, si les sénateurs de gauche comme de droite d'ailleurs font entendre la voix de la justice, de faire des corrections pour ne pas dire davantage au projet du gouvernement. Depuis plusieurs semaines, le gouvernement fait face aux critiques au sein même de sa majorité au Sénat. Mais pour Jean-Pierre Bel, c'est une opposition de façade. J'ai bien entendu les déclarations de quelques responsables de la majorité sénatoriale, à commencer par le président du Sénat lui-même, mais on commence à être un peu échaudé par de grandes déclarations qui précèdent un débat pour ensuite voir chacun revenir sagement sur les positions qui sont les positions de départ du gouvernement. On l'a vu à l'occasion de plusieurs textes de loi. En coulisses, les discussions ont commencé avec les sénateurs centristes, véritables arbitres des débats au Sénat. Premier élément de réponse dès le 5 octobre et l'étude du projet de réforme en séance. Et tout de suite, en ligne de Pau, le sénateur maire de Lyon, Gérard Collomb. Gérard Collomb, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Le thème de ces journées parlementaires est la République à l'endroit. Est-ce qu'elle est à l'envers aujourd'hui pour vous ? Il me semble en tout cas qu'il y a d'énormes difficultés. On le voit sur le plan économique, on le voit sur l'image de la France en Europe et dans le monde. Oui, il y a quelque part une République écornée. Est-ce que les institutions ne fonctionnent pas ? Les institutions fonctionnent à plein. Si il n'y avait pas les institutions de la Ve République, il est évident que le président de la République serait en grande difficulté. Parce qu'aujourd'hui, l'assise dont il bénéficie dans la population française est extrêmement faible. Pas simplement les forces de gauche, mais beaucoup de Français qui se réclament d'autres positions politiques. Et moi, je connais dans mon agglomération, qui est assez significative, beaucoup
de Lyonnais qui s'interrogent sur la politique que conduit aujourd'hui Nicolas Sarkozy. Vous pensez peut-être à des électeurs du centre et de la droite, Gérard Collomb, mais le PS peut-il, comme aujourd'hui, lancer un appel aux républicains sincères à droite et en même temps dialoguer avec Olivier Besancenot? Vous savez, je crois qu'il faut avoir une position claire. Le PS ne peut pas être simplement dans l'opposition, il doit être dans la proposition. Et de ce point de vue-là, nous sommes nombreux au PS à souhaiter aller plus loin dans l'explication de la politique que nous ferons après 2012. C'est aujourd'hui notre dialogue avec les Français qui doit être premier. Alors justement, parlons de la réforme des retraites. Gérard Collomb, est-ce que vous allez personnellement répondre à l'appel de Pau de la députée maire de la ville qui vous accueille, vous opposer au Sénat à un texte, a-t-elle dit, profondément injuste? Vous. Je viens d'écouter ce que vous disiez à l'instant et je vois que sur Sénat, il peut y avoir des possibilités d'évolution du texte. Que doivent faire aujourd'hui les socialistes? Bien évidemment, s'opposer à la proposition qui est en l'état, mais essayer de la corriger par tous les moyens. Et si nous pouvons faire en sorte qu'un certain nombre de sénateurs sur les différents bancs de l'Assemblée puissent faire progresser les choses sur le plan de la pénibilité, sur le plan de la longueur du travail, eh bien nous devons le faire. Très bien, donc on vous écoute, vous acceptez les mesures d'âge, Gérard Collomb, par exemple, le départ à la retraite à 62 ans. Vous l'acceptez? Je crois qu'aujourd'hui, on a deux dates butoirs, celle effectivement à 62 ans, celle à 67 ans. Moi j'étais pour une autre proposition. Si par exemple j'avais eu à faire une proposition de réforme, j'aurais pris la réforme qu'ont défendue un certain nombre d'économistes français qui proposaient qu'en France on puisse instaurer un régime de points à la suédoise qui, d'une certaine manière, faisait qu'il y avait une retraite à la carte, une retraite qui, évidemment, serait alignée sur l'allongement de l'espérance de vie et donc qui module à la fois les choix individuels et puis en même temps l'évolution de la société. Non, c'est une meilleure proposition, selon vous, que celle de Martine Aubry qui dit oui au départ à 60 ans, mais sans pension complète si on n'a pas les annuités requises. Est-ce qu'elle a levé là une ambiguïté? Je pense que finalement, on va pouvoir bouger, que le Parti socialiste, lorsqu'il dit 60 ans, mais en même temps l'allongement des durées de cotisation, eh bien, va dans le même sens, c'est-à-dire le fait qu'on puisse avoir le choix de sa date de retraite en fonction, mais il faut l'affirmer avant aux salariés, du niveau de retraite que l'on voudra avoir. Est-ce que vous irez manifester demain pour cette troisième journée d'action syndicale avec les socialistes? Je serai entre Pau et Lyon et par principe, depuis que je suis maire de Lyon, je pense que ma place n'est pas à la tête des manifestations, elle est dans la proposition vis-à-vis de l'avenir du pays. Tout à l'heure, j'entendais un syndicaliste qui s'exprimait et qui disait « Nous nous manifestons, vous devez être dans la proposition ». Très bien, la journée d'action syndicale, ce sera jeudi, précision. Est-ce que vous avez connaissance de ce qui se passe dans la tête de Dominique Strauss-Kahn, puisque 2012, bien sûr, est dans toutes les têtes, à Pau, là où vous êtes? Écoutez, on n'a pas une communication directe avec Washington, donc nous ne savons pas ce que Dominique Strauss-Kahn pense à l'instant T, mais je pense qu'il sait qu'il y a les journées parlementaires, et donc sans doute il pense très fort à nous, mais il ne nous le dit pas, il le dira le moment venu aux Français. Dernière question, Gérard Collomb, vous êtes le maire de Lyon, je le rappelle. Que pensez-vous des alarmes répétées de Brice-Hortefeux sur la menace terroriste en France aujourd'hui? Il y a un début de polémique. Moi, je pense qu'il faut prendre évidemment toutes ces informations au sérieux. Mais peut-être Brice-Hortefeux devrait-il demander au président du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, au président du groupe parlementaire au Sénat, de venir pour partager avec eux ces informations, pour les partager également avec l'ensemble des responsables politiques de ce pays. Ça serait, à mon avis, la meilleure chose à faire. Vous voyez, moi, par exemple, comme maire, je ne sais rien aujourd'hui. Est-ce qu'à Lyon, on vous a demandé de prendre des mesures particulières?
Pas du tout, je n'ai eu aucune information. Et je me disais, si sur le parcours du TGV, il y a de telles difficultés, s'il y a effectivement les alertes qu'on nous dit aujourd'hui, peut-être faudrait-il que dans ma ville, aux abords de la gare de la Pardieu, devant les écoles, je réinstalle les systèmes de sécurité que nous avions mis en place il y a quelques années. Donc il faut une information, il faut une transparence, parce que ceci est grave pour l'ensemble de nos concitoyens. Gérard Collomb, merci. Dernière page du 19h, une journée sur Public Sénat pour Sakineh. Libérer Sakineh, stopper les lapidations en Iran, la mobilisation s'amplifie. Nous en parlons avec nos deux invités dans une minute. D'abord, Sandra Serkera. Maintenant que le ramadan est terminé, elle risque à nouveau d'être condamnée à mort, à tout moment, par le régime iranien. Sakineh Mohammadi Ashtiani, accusée d'un double adultère et d'avoir participé au meurtre de son mari, est en prison depuis 2006. Le mois dernier, elle aurait avoué sous torture, des aveux diffusés en prime time sur la télévision d'État. Condamnée à être enterrée à mi-poitrine et lapidée, le destin de cette mère de famille de 43 ans suscite depuis des semaines une vague d'émotions en Occident. Vatican, Parlement européen et même la première dame de France se sont mobilisés pour cette femme en attente d'exécution. Des manifestations de soutien, comme ici à Paris, se sont multipliées. Tous appellent à la libération de Sakineh et dénoncent l'injustice qui est faite à cette femme devenue malgré elle le symbole du sort fait aux femmes d'Iran. Sakineh, vous êtes l'histoire et un exemple pour nous toutes. Pour toutes, vous devez tenir. Votre corps doit tenir. Sous pression, le régime iranien ne pourrait revenir sur sa décision sans perdre la face. Alors pour l'heure, le pays préfère gagner du temps. La condamnation à mort n'a jamais été confirmée par la Cour suprême, comme l'exige la loi. Face au mouvement mondial de solidarité, l'Iran continue de dénoncer l'ingérence de l'Occident, expliquant que cette affaire relève de la justice et non des droits de l'homme. Nos invités, donc, Vénus Kourigata, bonsoir. Vous êtes notamment l'auteur de ce récit, 7 pierres pour la femme adultère. Avec nous également Jean-Michel Ribes, directeur du théâtre du Rond-Point à Paris. Vénus Kourigata, Sakineh, devenue symbole malgré elle, selon Bernard-Henri Lévy, symbole d'un drame sur lequel vous vous penchez dans ce récit. Il y a des centaines de Sakineh dans ce monde venu d'Orient, je dirais, surtout. Il n'y a pas seulement en Iran. Il y a partout, d'après le site d'Amnesty Femmes, vous voyez des femmes de Sharjah ou des femmes de Yémen ou des femmes d'ailleurs qui doivent être lapidées, l'une parce qu'elle ne veut pas épouser son oncle, l'autre parce qu'elle s'est enfuie avec son amoureux, la troisième parce qu'on la prend pour une homosexuelle. Eh bien ces femmes attendent leur mort, on doit les tuer comme on tue les serpents dans certains pays à coups de pierre. Quand j'étais en Iran il y a quelques années, et de là j'ai apporté ce récit de cette pierre pour la femme adultère, j'ai posé la question à une personne très haut placée. Pourquoi ces femmes sont tuées à coups de pierre? Il me dit, attendez un peu, dans le temps on les tuait avec 7 grosses pierres, maintenant c'est avec beaucoup de petites pierres. Alors vous imaginez un peu, et puis on n'expose plus leur corps pendant 3 jours, mais une journée seulement. Donc la tolérance est de mise actuellement. Alors que ce qui se passe se révulse évidemment les consciences. Mais vous dites les femmes attendent parce que souvent cette soumission, eh bien elles l'acceptent. Elle l'accepte parce que les hommes ont enraciné dans leur tête l'idée qu'ils ont créé des lois bonnes pour elles et qu'une femme lapidée, une fois qu'elle est lapidée, sa faute est effacée, elle va au paradis. Mais le paradis est fait pour les hommes puisqu'il y a 40 houris pour les hommes. On n'a jamais vu des rollman et des garçons pour les femmes. C'est terrible quand j'étais là-bas. Il y a une histoire qui m'avait vraiment exacerbée. Un imam, parce qu'il y a des imams qui s'appellent l'imam de la vertu, il y a un autre, l'imam ministre de l'oppression du vice.
quand on lui pose la question sur les femmes adultères à lapider, et à propos d'une femme qui était enceinte, il a dit: je suis en train de réfléchir, est-ce qu'il faut tuer le ver dans le fruit ou attendre que le fruit sorte du ver, le ver sorte du fruit. Alors qu'est-ce que vous pouvez attendre de ces gens-là qui considèrent que la femme est un fruit, que l'enfant est un ver, que la femme lapidée sort tout droit au paradis? Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est une indulgence. Jean-Michel Ribes, est-ce qu'on peut faire fléchir ces religieux et ces régimes autoritaires? Oui, moi, ce qui me fascine, et on vient de l'entendre par les exemples de la grosse pierre et de la petite pierre, ce qui me fascine par-delà la cruauté, par-delà la justice, par-delà cette torture insupportable, c'est l'incommensurable bêtise de tout ça. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une bêtise faramineuse, cette bêtise qui tient prisonniers les intégristes dans une espèce de prison de raisonnement dans laquelle aucune lumière humaine n'entre, aucune spiritualité même n'entre, aucune intelligence. Je ne sais pas quand on les libérera de ces maisons d'arrêt de l'intelligence, mais il y a ça qui est phénoménal. C'est-à-dire, je crois qu'on est sur une autre planète. Je ne dis pas que la justice occidentale soit la meilleure, je ne dis pas que l'Occident soit l'universalité de la pensée, mais je veux dire que tous les hommes peuvent arriver à quelque chose qui soit intelligent. Quand j'entends ce que j'entends là, c'est quand même fascinant de bêtises, fascinant. Et c'est pas une histoire de religion, parce que beaucoup de religions sont spirituelles et intelligentes, mais arriver à dire on enterre une femme jusque-là, et vous savez, c'est pas grave parce qu'on enverra des petites pierres et pas des grosses pierres, il y a un moment, on est sur une autre planète. Et je pense qu'il y a cette faramineuse bêtise qui est une maladie qu'il faut éradiquer. Comment combat-t-on la bêtise? C'est très difficile. Très difficile, dit Jean-Michel Ribes. En expliquant à ces femmes qu'elles sont maîtresses de leur propre vie, que leur vie n'appartient pas à l'homme, elle leur appartient à elles, et surtout à ces jeunes garçons qu'on arme pour jeter des pierres sur leur sœur. Je n'oublierai jamais une photo d'une fille qui était en train d'être lapidée. 15 ans, elle ne voulait pas épouser son oncle, en train d'être lapidée et filmée en même temps sur le téléphone de son frère qui a vendu sa photo après. Eh bien, ce garçon lançait une pierre d'une main et photographiait sa sœur d'une autre main. Il faut arrêter tout ça. On est au-delà de la bêtise des dirigeants, là. C'est une espèce de folie collective. Oui, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose qui est au niveau de la folie collective qui arrive dans un geste de délire, mais c'est très, très, très stupide. C'est simplement stupide. Et je pense qu'en effet, la bêtise est une montagne gigantesque contre laquelle, souvent, on ne peut pas faire grand-chose. Mais je ne vais pas rentrer dans le discours. Évidemment, ce que raconte Madame est absolument odieux, insupportable. Mais si on part sur un autre angle, celui de ridiculiser tout ça, celui de trouver ça d'une stupidité, ce sont de mauvais clowns, c'est ridicule. Je pense que, c'est pas pour défendre ce rire de résistance auquel je suis très attaché, mais je pense qu'il y a là quelque chose, quand, quand Rabelais se moque de tous ces crétins de la Sorbonne qui disent des choses absolument stupides, rétrogrades, il faut parler latin, il faut battre les femmes, etc. L'éclat de rire général... Dans les pays où l'humour n'a pas forcément droit de citer. Et pourquoi? Parce qu'un éclat de rire fait beaucoup plus de mal qu'un éclat d'obus. Et je pense que si tout le monde commençait à rigoler de ces connards, ça leur ferait beaucoup de mal. Vénus Kourigata, je repose la question sur l'influence que peut exercer l'Occident et puis tous ces gens qui se mobilisent aujourd'hui en masse. Je voulais justement remercier tous ceux qui se sont levés, Bernard-Henri Lévy et d'autres. Je trouve que non seulement il y a de la stupidité, comme le dit Jean-Michel Ribes, il y a plus de l'hypocrisie. Ils sont en train de démentir depuis quelque temps le fait qu'elle va être lapidée. Vous avez remarqué ça? Ils sont en train de brouiller les cartes, de dire qu'ils ne veulent pas la lapider, que peut-être elle va être libérée, mais entre-temps, c'est-à-dire que la pression ils ne vont pas la libérer. Par la rendre encombrante pour eux-mêmes? Exactement. Oui. Ils sont capables de la soustraire de la vie, de la tuer en disant elle est morte d'une mort naturelle. Ils sont capables de tout. Quand il y a un ministre, comme je l'ai dit, de la vertu et un ministre de l'oppression du vice, quand je vais dans les universités et que je vois 600 filles dans une université chadorisées de la tête jusqu'aux pieds, elles ne peuvent pas respirer, et puis on les invite à l'ambassade de France pour quelques-unes, enfin dont j'ai traduit les poèmes, qui sont venus dire leurs poèmes.
et elles enlèvent ça comme on enlève une peau, comme un serpent qui mue. Et elles rentrent, elles sont belles, elles sont jeunes, elles ont des cheveux. Pourquoi l'homme montre-t-il ses cheveux et pas les femmes? Pourquoi les cheveux des femmes sont malsains et pas ceux des hommes? Pourquoi l'homme adultère reçoit 100 coups de fouet sur la plante des pieds qu'il a racorni et pas les femmes? Et les femmes doivent être tuées. La lapidation concerne aussi les hommes dans ces pays, mais à moindre mesure. Très peu, depuis quelque temps. C'est pour se donner bonne conscience vis-à-vis de l'Occident, qui sont en train de dire qu'ils ont lapidé des hommes. Les hommes sont très rarement lapidés. C'est drôle d'avoir bonne conscience parce qu'on lapide en plus des hommes. C'est une curieuse conscience. Ah oui. C'est une conscience de crétin. C'est pour montrer qu'ils ne sont pas misogynes. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Jean-Michel Ribes, il y a une forte mobilisation en France, vous avez bien sûr le nombre des signataires. Je vous propose de regarder le résultat de ce sondage de notre partenaire, le nouvelobs.com. Pensez-vous que la mobilisation internationale sauvera Sakineh? On va découvrir les réponses. Oui, 34%. 35% maintenant, non 42%, ne sait pas 23%. Il y a quand même beaucoup de gens qui ne savent pas, parce qu'effectivement, on ne sait pas quelle influence on peut exercer. Exactement, ils sont très hypocrites, ils sont capables de faire semblant, de vouloir la sauver, et puis brusquement... Je pense quand même qu'aujourd'hui, quand le monde est devenu ce tout petit village, c'est-à-dire qu'on est en 2 minutes ou en un quart de seconde par Internet à l'autre bout de la Terre, l'information passe. Et je pense que ça, c'est une chose que même quand on est un mollah iranien et extrémiste comme ça, on en a la conscience. C'est-à-dire qu'à un moment, on est pris dans un filet d'informations suffisamment importantes pour que cette hypocrisie soit visible et dénoncée. Je pense que c'est ce qui les gêne en ce moment. Je suis pour, moi, une mobilisation absolument forte et qui ne s'arrête pas autour de ce drame qui est, comme vous le disiez, Vénus, tout à fait justement, qui n'est pas le drame d'une personne, mais qui cache probablement une forêt d'autres martyrs de ce type-là. En Iran et ailleurs. En Iran et ailleurs. Et je pense que ça, il faut quand même que les gens qui vont continuer à pratiquer ce type d'horreur sachent qu'ils vont être au banc d'une espèce de justice, ou en tout cas internationale, et que ça ne va plus être facile d'être aussi monstrueux qu'ils le sont. Vénus Kurigata. Justement, je voulais dire quelque chose. Je voulais dire que pendant une année, j'ai parlé, ce livre m'a envoyé sur toutes les télévisions, dans beaucoup de journaux, beaucoup d'interviews, il y a 100 000 exemplaires, et tous les noms que j'ai égrenés, Hafiza du Yaman et Amina de Sharjah, et telle, parce que je l'ai trouvé sur Amnesty Femmes, eh bien ces femmes, est-ce que j'en ai pu sauver une? J'ai égrené 100 noms. Mais vous avez eu un écho dans ces pays? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé de ces femmes. Est-ce que si j'ai sauvé une de ces femmes, j'en serais très fière. Est-ce que vous gardez de l'espoir pour le futur? Je ne sais pas, je veux garder de l'espoir pour Sakineh parce que la France a été magnifique et tout le monde est dans la rue pour Sakineh. Merci à tous les deux. Je vous rappelle que c'est une journée pour Sakineh sur Public Sénat aujourd'hui. Et d'ailleurs, Sonia Mabrouk à 22h recevra Bernard-Henri Lévy. Tout de suite, un documentaire sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale, Prestige, anatomie d'une marée noire. Bonsoir à tous. Certains le voient déjà candidat en 2012. Il est devenu le meilleur ennemi du président. Il fait de nombreuses références gaullistes dans ses discours, tout en s'adressant aussi aux jeunes. Il s'agit de Dominique de Villepin, que nous déshabillons cette semaine en tout bien tout honneur. Déshabillons-les démêle le fond de la forme en revenant sur les mots et les images qui ont marqué l'actualité. Ce soir à 22h30 sur Public Sénat. Sécurité, emploi, économie, les groupes parlementaires font le point et affinent leur stratégie. Les journées parlementaires du Parti socialiste, c'est mercredi à 10h sur les chaînes parlementaires.